Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Trading Masters. Donc aujourd'hui, on va parler psychologie et notamment ce qu'on appelle en économie la finance comportementale. Plus concrètement, comprendre pourquoi notre cerveau nous fait prendre des décisions irrationnelles, à la fois dans notre quotidien et en bourse. Je vais commencer par l'anecdote du jour. Donc à l'époque où je faisais du trading de manière professionnelle, sur le desk, on avait une position sur une fusion entre deux titres. Donc on était long de la cible et short de l'acquéreur, comme on en a parlé un peu dans l'épisode précédent. Finalement, la fusion ne se fait pas et on doit sortir de la position. Donc on revend la position longue et au moment de racheter la position short, ce qu'on fait de manière simultanée, mais le chef du desk dit je m'occupe de cette position-là. Je me souviens plus le titre en question, c'était dans la pharmacie, je crois que c'était de l'Amgen. Et il a joué pendant plusieurs semaines, peut-être même des mois, avec cette position-là, la rachetant, la revendant, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait il n'y avait aucun rationnel à se mettre à faire du trading sur cette position. C'était une position qui était totalement subie, qui avait un sens au départ, parce que c'était lié à une fusion, et on aurait dû sortir de cette position depuis longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que si on avait demandé au desk head à l'époque s'il avait envie de shorter une position, il aurait sûrement pas choisi celle-ci. Mais le fait qu'il se soit retrouvé avec cette position sur les bras, et qu'il y a un peu d'émotionnel dedans, et cette position était perdante, en fait, il n'a pas voulu sortir tant qu'il n'avait pas regagné de l'argent dessus. Et je vous parle là d'un trader très expérimenté, mais qui s'est fait un peu avoir par le côté émotionnel de la position. Bon, après, je vous rassure, c'était une toute petite position comparée à la taille de tous les books du desk. Mais même sur une petite position de 2 millions de dollars, qui était petite par rapport à la totalité, qui était peut-être de 1 milliard du book de l'époque, on aurait quand même pu perdre de l'argent de manière totalement irrationnelle. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'impact des émotions et de pourquoi on ne prend pas toujours des décisions rationnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est préprogrammé et a ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et pourquoi a-t-on ces biais qui déforment la réalité ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est quand on doit agir vite. Quand on doit agir vite, on n'a pas le temps de faire appel à notre cerveau et on doit faire appel à notre instinct, à des choses qui ont été programmées à l'avance. Si des gens se mettent à courir pour fuir un danger, vous allez courir aussi et dans la même direction. Et à l'époque où on se faisait manger par des lions, ça pouvait nous sauver la vie. Et on passait pas notre temps à analyser ce qui se passait et à se dire est-ce que les gens ont raison de courir ou non. Et des milliers d'années plus tard, ça reste ancré en nous. Même sur les marchés financiers, d'où le comportement moutonnier des investisseurs qui créent des bulles et des cracks tous les 10 ou 20 ans. Une autre raison de cette programmation, c'est quand on fait face à trop d'informations. Par exemple, instinctivement, on considère que plus un bien est cher, plus il est de qualité. C'est pas vrai tout le temps, mais ça doit marcher, peut-être dans 80-90% des cas. Donc on l'applique pour ne pas passer 10 jours à détailler un objet avant de l'acheter. Il n'y a que dans de très rares cas, comme l'achat d'une voiture ou d'un produit high-tech, qu'on va vraiment se renseigner. Mais dans tous les autres cas, on applique cette règle. Si on n'a pas besoin de qualité, on prend un produit pas cher. Puis si on a besoin de qualité, on prend un produit plus cher. Mais c'est très rare qu'on regarde réellement la qualité, car on ne va pas détailler tous les ingrédients de l'alimentation ou la provenance de tout ce qu'on utilise au quotidien. Dans son livre « Influence et manipulation », que je vous conseille très fortement, Robert Cialdini donne l'anecdote d'une de ses amies, une bijoutière, qu'il a appelée un jour pour tenter de comprendre un fait un peu bizarre. Elle désespérait de réussir à vendre des bijoux en turquoise. Elle avait donc laissé un mot à une de ses vendeuses disant « tous présentoirs, prix fois 1,5 ». Puis elle est partie en voyage. À son retour, quelques jours plus tard, le présentoir est tout vide. Tous les bijoux ont été vendus. Donc elle était très contente de s'être débarrassée de ce stock et elle s'apprêtait à calculer sa perte. Et en fait, elle s'est aperçue de quelque chose d'un peu bizarre, c'est que sa vendeuse s'était trompée et elle avait lu « tous présentoirs, prix x2 » au lieu de 1 sur 2. Et tous les bijoux étaient partis en rien de temps au double de leur prix initial. Et Cialdini lui a alors expliqué ce lien entre prix et qualité. Une autre raison de cette préprogrammation, c'est pour combler un manque de sens. Une chercheuse en psychologie sociale, Helen Langer, a mis ainsi en évidence une forme d'action automatique humaine à travers une expérience simple, visant à prouver l'existence d'un principe bien connu qui est que, pour obtenir quelque chose, il est préférable de fournir une raison. Donc l'expérience est la suivante. Quelqu'un s'avance vers une photocopieuse dans une bibliothèque et demande à la file de personnes qui attend si elle peut passer devant eux et les doubler en fait. Donc cas numéro 1,
Pardon, j'ai que 5 pages à photocopier, est-ce que je peux prendre la machine parce que je suis pressé ?» 94% des personnes acceptaient. Cas numéro 2, pardon, j'ai que 5 pages, est-ce que je peux prendre la machine ? Donc là, on a enlevé le « parce que je suis pressé ». Et dans ce cas-là, seuls 60% des personnes acceptaient d'être doublées. Donc on pourrait croire que les 34% d'efficacité supplémentaire du cas 1 venaient de la raison « parce que je suis pressé ». Et pas du tout. La preuve avec le cas numéro 3. Le cas numéro 3, c'est « Pardon, j'ai que 5 pages à photocopier, est-ce que je peux prendre la machine parce qu'il faut que je fasse des photocopies ?» Donc c'est une raison complètement bidon. Autant la première, on peut se dire « parce que je suis pressé », elle fait un peu de sens. La raison « je vous double parce qu'il faut que je fasse des photocopies », alors que tout le monde dans la queue doit faire des photocopies, c'est complètement faux. Et ça apporte aucune information complémentaire. Et pourtant, 93% des personnes acceptèrent. Donc 94% dans le premier cas, 60% dans le deuxième, où il n'y a pas de raison, et quasiment le résultat du premier, 93% pour celles qui ont donné une raison complètement bidon. C'est assez incroyable comme expérience. En fait, on se demande pourquoi on essaie de trouver de super raisons pour éviter une invitation, par exemple, ou justifier un retard. En fait, n'importe quelle raison suffit. L'important, c'est pas la qualité de la raison, c'est juste d'en donner une. Donc si je reviens à pourquoi est-ce que l'être humain a tous ces biais cognitifs, je vous en ai donné déjà quelques-unes, donc le besoin d'agir vite, faire face à beaucoup d'informations et donner du sens à ce qui se passe. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah oui, parce que s'il y a un domaine où il faut faire très attention à son instinct et à la manière dont notre cerveau fonctionne, c'est le trading. Ça peut vous ruiner. Il faut réagir vite, on a des informations beaucoup plus que le cerveau peut en traiter et vu de l'extérieur, ce qui se passe sur ces marchés n'a aucun sens. Par exemple, pour ceux qui utilisent l'analyse technique, et notamment les figures chartistes, notre cerveau peut nous jouer des tours. Quand on était dans la savane, à regarder dans les herbes hautes s'il y avait une bête sauvage, on cherchait une forme d'animaux dans le paysage, et plus on en trouvait, même si dans certains cas c'était faux, plus on avait de chances de survie. Et aujourd'hui, si vous cherchez sur un graphique boursier une figure connue, comme des zones de résistance ou de support, ou un tête-épaule, ou n'importe quelle autre figure chartiste qui est connue, vous allez en trouver plein. Et surtout, si vous rajoutez le biais de confirmation, donc qui consiste à avoir tendance à plus écouter les nouvelles qui confirment ce que vous pensez que les autres, vous allez en trouver plein et qui vont en plus aller totalement dans votre sens. Si par exemple vous regardez le Bitcoin en pensant qu'il va monter, vous allez reculer le graphique pour le montrer sur 5 ans et montrer une belle tendance à la hausse. Si vous voulez faire parler le graphique différemment, vous zoomez sur la période récente et montrez qu'on vient de casser un support important. La finance comportementale cherche à combiner les théories psychologiques comportementales, dont on vient de voir quelques exemples, avec l'économie traditionnelle, pour comprendre ce qui influence les investisseurs qui prennent des décisions irrationnelles. Alors pourquoi la finance comportementale est-elle nécessaire ? Elle est nécessaire car toutes les théories rationnelles et logiques qui existent en finance depuis des dizaines d'années, comme le modèle d'évaluation des actifs financiers, donc ce qu'on appelle CAPM, ou l'hypothèse des marchés efficients, supposent que les gens, pour la plupart, se comportent de façon rationnelle et prévisible. Et en fait, c'est une hypothèse de base, et tout le reste est développé là-dessus. Or, on se rend compte régulièrement que c'est pas le cas. Les êtres humains sont totalement influencés par leurs émotions. Et le meilleur exemple reste les krachs boursiers ou les bulles. Selon la théorie économique classique, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver avec des êtres humains qui sont totalement rationnels. On va parler maintenant du biais d'ancrage, que j'aime beaucoup parce qu'il est très présent en bourse ou dans d'autres domaines. Et une fois qu'on le connaît, on repère sa présence, on s'aperçoit on est extrêmement biaisé par lui. En fait, ce concept d'ancrage s'appuie sur la tendance à attacher ou à ancrer nos pensées à un point de référence, même s'il n'a aucune pertinence logique. Le phénomène peut paraître un peu improbable, mais l'ancrage est très répandu dans les situations où les gens sont en prise avec des concepts qui sont nouveaux. Je vais vous parler d'une étude que j'adore, qui date de 1974. C'est Kahneman et Tversky, Kahneman a été prix Nobel, qui ont fait une étude dans laquelle on demande aux gens de tourner une roue, type roue de la fortune, qui a des numéros de 1 à 100. Ensuite, les sujets devaient dire si le pourcentage de pays africains membres de l'ONU était supérieur ou inférieur au nombre de la roue. Et enfin, on leur demandait, selon eux, quel était le chiffre exact. Et les scientifiques ont constaté que le nombre affiché sur la roue a eu un effet important sur la réponse. Par exemple, lorsque la roue atterrissait sur 10, l'estimation moyenne était de 25% de pays africains. Tandis que lorsque la roue atterrissait sur 60, la moyenne était de 45%. Alors que la roue, c'était une roue totalement aléatoire qui n'avait rien à voir avec le nombre de pays africains de l'ONU. Et comme vous pouvez le voir, le nombre aléatoire, il a eu un effet d'ancrage sur les réponses des sujets, alors que les deux ont aucun lien. L'ancrage est aussi très présent dans le monde financier,
où les investisseurs sont censés fonder leurs décisions sur des données pertinentes et des statistiques. Par exemple, certaines personnes investissent dans les actions de sociétés qui ont considérablement chuté dans un très court laps de temps. Dans ce cas, l'ancrage de l'investisseur porte sur le dernier cours plus haut de l'action. L'investisseur estime que la baisse des prix est une bonne occasion d'achat. Et c'est vrai que certaines fois, la volatilité de l'ensemble du marché peut entraîner à la baisse certaines actions, ce qui permet aux investisseurs de profiter de cette baisse à court terme. Mais en général, la valeur d'une action diminue à cause de changements dans les fondamentaux de cette entreprise. Admettons qu'une action a réalisé un très bon chiffre, une certaine année, très bon chiffre d'affaires. Le prix d'action est poussé vers le haut de 25 à 80 $. Malheureusement, un des principaux clients de l'entreprise, qui représente 50% du chiffre d'affaires, décide de ne pas renouveler son contrat d'achat. Et donc, ce qui fait que l'action passe de 80 à 40. En ancrant le record précédent à 80 $ et le prix actuel à 40, certains investisseurs croient à tort que l'action est sous-évaluée. Bien sûr, ça peut être vrai, comme dans le cas d'un crack, mais pas si la baisse est due à la baisse des fondamentaux de l'entreprise. Et dans ce cas-là, il faut complètement oublier le record précédent de 80 $, qui n'a plus aucun sens. Et c'est ce biais d'ancrage qui crée des supports et des résistances qui sont souvent utilisés en analyse technique. Par exemple, si beaucoup d'investisseurs ont acheté du Bitcoin à 12 000 $, quand le cours remontera à ce niveau, on aura une résistance car on aura beaucoup de vendeurs qui seront contents d'être revenus à leur prix d'achat et qui vont vendre soulagés de ne pas faire de pertes. Le prix d'achat est un ancrage très fort. On a aussi l'exemple de la moyenne à la baisse. C'est-à-dire quand on a une position dans une action qui baisse et on rachète pour faire baisser notre prix moyen d'achat. Cette approche a comme principal inconvénient nous faire rentrer dans un mode d'espoir au lieu d'analyser froidement et rationnellement l'information à notre disposition. C'est assez classique chez les débutants car en plus du biais d'ancrage, il y a un biais d'engagement. On s'est investi dans la décision d'achat. On suit l'entreprise ou la currency, ou on suit l'asset depuis des mois ou des années. Donc c'est douloureux de se séparer d'un titre. Il y a une fameuse photo où on voit Paul Tudor Jones, le gérant de hedge fund, à son bureau avec un papier sur le mur marqué « Losers average losers ». Donc les traders perdants font des moyennes à la baisse sur leurs titres perdants. Dans l'idéal, on doit regarder son portefeuille boursier sans penser à son prix d'achat. Si on a du Apple qui a doublé, le fait qu'elle ait doublé ne doit pas nous inciter à vendre ou à acheter. On doit juste se demander « est-ce que j'en achèterai aujourd'hui ?» Et pareil à la baisse. Mais presque aucun trader ne raisonne comme ça. Quand on a une position perdante, on a un biais qui nous incite à conserver la position pour recouvrer nos pertes. Un autre biais s'appelle l'illusion du joueur. Dans l'illusion du joueur, le trader croit à tort que l'apparition d'un événement aléatoire est moins susceptible de se produire suite à un événement ou à une série d'événements. Et c'est faux parce que les événements passés ne changent pas la probabilité que certains événements se produiront dans l'avenir. Je m'explique. Considérons une série de 20 lancers avec une pièce de monnaie, qui n'est pas truquée, et ils sont tous tombés sur face. Avec l'illusion du joueur, une personne pourrait prédire que le prochain tirage au sort sera plus susceptible d'atterrir sur face, ou sur pile, suivant comment on raisonne. Mais ça représente une mauvaise compréhension de la probabilité, car la probabilité du pile ou face est toujours de 50%. Chaque tirage est un événement indépendant, ce qui signifie que tous les lancers précédents n'ont pas d'influence sur les futurs. C'est la même chose si pendant la guerre, vous vous cachez dans un trou d'obus en pensant qu'un autre ne retombera pas au même endroit. Ça, c'est pas un bon exemple, parce que franchement, moi, je me mettrais dans un trou d'obus quand même. Mais un autre exemple de courant d'erreur du joueur peut être trouvé dans la relation des gens avec les machines à sous. On a tous entendu parler de joueurs qui restent sur la même machine pendant des heures. La plupart de ces personnes croient que chaque coup perdant les rapproche du jackpot. Ces joueurs ne réalisent pas que les machines à sous sont programmées pour que les chances de gagner un jackpot soient toujours les mêmes. Comme pour le pile ou face. Les chances de gagner sont toujours identiques même si une machine a récemment versé un jackpot. J'ai une autre étude qui a montré qu'on ne traite pas l'information de manière rationnelle. En 1979, toujours les mêmes, Kahneman et Tversky ont présenté une idée appelée la théorie des perspectives, qui soutient le fait que les gens jugent les gains et les pertes différemment. Ils fondent principalement leurs décisions sur les probabilités de gains plutôt que les éventuelles pertes, même quand ils obtiennent le même résultat économique. Selon la théorie des perspectives, les pertes ont un impact plus important sur les émotions des traders ou des gens qu'une quantité équivalente de bénéfices. Par exemple, dans un mode de pensée traditionnel, le montant de plaisir, on va dire, gagné avec un bénéfice de 50 € doit être égal à une situation dans laquelle vous avez gagné 100 et perdu 50. Dans les deux cas, le résultat final, c'est un bénéfice de 50 €. Mais en fait, ils se sont aperçus que même si les gens se retrouvent toujours avec un gain de 50 €, la plupart considèrent qu'un seul gain de 50 € est plus favorable que de gagner 100 et de perdre 50. Et ça, c'est typiquement une preuve d'un comportement irrationnel.
Ils ont mené une série d'études dans laquelle les sujets ont répondu à des questions qui impliquaient des jugements entre deux décisions monétaires avec des pertes et des gains potentiels. Un exemple de question qu'ils ont utilisé dans leur étude, c'est on propose à un groupe d'individus de choisir entre deux alternatives. Soit vous avez 50% de chances de gagner 1000 euros et 50% de gagner 0, ou alors vous avez un gain certain de 500 euros. Évidemment, 84% des sujets, y compris moi, choisissent le gain certain. Par contre, si on demande à ces mêmes personnes de choisir entre une probabilité de 50% de perdre cette fois-ci 1000 euros et une perte certaine de 500 euros, cette fois-ci c'est inversé. Près de 70% des personnes opteront pour le choix le plus risqué. Vous avez 50% de chance de perdre 1000 euros. Et ça, c'est vraiment bizarre. Donc, les gens sont plutôt disposés à choisir un niveau raisonnable de gain, même s'ils ont une chance de gagner plus, mais ils sont prêts à s'engager dans des comportements à risque pour limiter leurs pertes. Donc, en gros, les pertes ont plus de poids qu'une quantité équivalente de bénéfices. Ainsi, à la suite d'une grosse perte latente, le trader subit souvent un choc émotionnel important. Il est comme paralysé. Et au lieu d'agir en coupant immédiatement sa position, il se met à espérer et reste en position d'attente. Il pense qu'en ignorant l'information communiquée par le marché, il sera protégé. Il oublie que ne rien faire peut s'avérer extrêmement dangereux et équivaut à une prise de décision. Et je suis persuadé que ce côté quitte ou double explique tous les cas de Nick Leeson pour la Barings, de Kerviel pour la Société Générale. Une fois qu'ils sont dans cet engrenage, et en fait, plus ils perdent, plus ils sont incités à prendre de risques. Et la théorie de la perspective peut être utilisée pour expliquer d'autres comportements financiers logiques. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas mettre leur argent à la banque placé pour gagner un intérêt, ou qui refusent de faire des heures supplémentaires, parce qu'ils ne veulent pas payer plus d'impôts. Et ces personnes pourraient bénéficier de l'argent supplémentaire après impôt, mais la théorie de la perspective suggère que l'avantage de l'argent supplémentaire n'est pas suffisant pour surmonter le sentiment de perte encouru par le paiement des impôts. Donc, dans le fait de gagner 100 de plus et de payer 40 d'impôts, les 40 de pertes ont plus d'importance que les 60 de gains nets après impôt. Un autre biais qu'on va étudier, c'est l'excès de confiance. L'excès de confiance renvoie à notre tendance à surévaluer nos capacités, intellectuelles ou autres. 82% des personnes affirment ainsi faire partie des 30% des personnes les plus prudentes au volant. Ou alors, lorsque les gens affirment être sûrs d'une chose à 90%, des études montrent qu'ils n'ont raison que dans 70% des cas. Un tel optimisme n'est pas forcément une mauvaise chose, car il faut être sûr de soi en trading, mais sans avoir des œillères. Et les études montrent que l'excès de confiance conduit les investisseurs à acheter et vendre plus rapidement, car ils sont convaincus d'en savoir plus que leur contrepartie. Il faut pourtant rappeler que les coûts de transaction, les commissions, les impôts, les pertes liées au spread bid-ask ont une fâcheuse tendance à pénaliser fortement les rendements. Et un des facteurs qui conduit à beaucoup trader, outre l'excès de confiance, c'est l'illusion de maîtriser la situation. Le fait d'être plus présent dans le suivi de nos investissements peut nous donner cette illusion de mieux contrôler nos finances. L'autre danger de l'excès de confiance, c'est la mémoire sélective. Notre mémoire a tendance à isoler les événements pénibles ou douloureux, en particulier ceux qui sont la conséquence de nos propres actions. Parlons un peu de l'aversion au risque, qui est souvent bien connue. C'est pas une surprise, mais si la plupart des lignes d'un portefeuille sont dans le vert, les investisseurs auront tendance à être obsédés par les positions qui perdent de l'argent. Ce comportement est appelé l'aversion au risque. Ils sont ainsi plus enclins à vendre les positions qui gagnent de l'argent plutôt qu'à couper les positions qui sont dans le rouge. Le regret peut aussi jouer un rôle dans l'aversion au risque. Il peut nous conduire à distinguer entre une mauvaise décision et un mauvais résultat. Nous regrettons de mauvais résultats. Par exemple, lorsqu'un titre baisse alors que nous l'avions choisi pour de bonnes raisons. Dans ce cas, le regret peut nous conduire à prendre la mauvaise décision de vendre, comme vendre un titre sur ses plus bas niveaux historiques au lieu d'en acheter davantage. Je sais que j'ai parlé de la moyenne à la baisse, mais si vous êtes convaincu que vous avez raison, le fait que le marché n'aille pas dans votre sens est une indication de mauvais résultats, mais pas forcément une indication de mauvaise décision. Un autre facteur qui peut jouer sur l'aversion au risque, un biais que je trouve incroyable, c'est le coût irrécupérable. Nous sommes incapables d'ignorer le coût irrécupérable d'une décision. Par exemple, si on achète des places d'un concert particulièrement cher, mais que plusieurs amis nous disent un peu après que c'est complètement nul. Comme les billets auront été payés, on aura tendance à assister quand même au spectacle, ce qu'on n'aurait sans doute pas fait si les billets nous avaient été donnés par exemple. Un comportement rationnel devrait nous amener à choisir d'aller ou pas en concert, mais sur notre seul intérêt, pas sur le fait d'avoir acheté ou pas les billets. Il faut se concentrer sur le futur pour prendre notre décision, pas le passé. Au final, est-ce qu'on a pris une bonne décision ? Bien sûr que non. Le prix du billet, c'est un coût qu'on aurait eu de toute façon. Mais en plus, on a dû passer 2 heures à un spectacle pourri, c'est un peu la double peine. On aurait passé une meilleure soirée à regarder des séries. C'est un peu comme quand on se force à finir un plat au restaurant parce qu'on l'a payé. Payé ou non,
C'est plus pénible pour nous de finir le plat que de le mettre à la poubelle, donc on devrait s'arrêter de manger. 2 scientifiques ont testé ça en situation réelle. Ils sont allés à la caisse d'un théâtre qui vendait des abonnements à 5 pièces de théâtre. Les scientifiques ont proposé, de manière cachée bien sûr, un rabais à une partie des spectateurs. 8 $ la place de l'abonnement au lieu de 15 $. Ensuite, ils ont suivi pendant toute la saison combien de pièces les gens allaient voir. Ceux qui ont payé plein tarif sont allés voir en moyenne 4,1 pièces, alors que ceux qui avaient eu une réduction sont venus 3,3 fois. On se sent obligé de rentabiliser nos dépenses passées. Ce coût irrécupérable peut nous conduire à conserver un titre en portefeuille même si l'activité économique de l'entreprise se détériore, plutôt que de nous amener à couper nos pertes. Si l'action qui perd de l'argent nous avait été donnée, on aurait peut-être décidé de la vendre il y a bien longtemps. Le point à retenir, c'est de ne pas regarder l'effort ou le coût que vous avez dépensé pour quelque chose. Regardez le futur. Si sur un projet de 10 millions de $, vous vous rendez compte après avoir dépensé 8 millions, qui fait plus de sens, abandonnez le projet. Dépenser les 2 millions restants pour ne pas gaspiller les 8 premiers millions peut vous sembler logique, mais c'est faux. En fait, c'est une perte de 2 millions. On va finir sur l'effet de formulation. Supposons par exemple que vous décidez d'acheter une télévision. Vous allez dans un magasin, mais juste avant de payer 500 € pour cet achat, vous réalisez que le même modèle est 100 € moins cher dans un magasin un peu plus loin. Dans ce cas, vous allez potentiellement vous rendre dans cet autre magasin pour acheter la télé moins chère. Mais si vous êtes sur le point d'acheter un ensemble de canapés et de fauteuils pour une valeur totale de 5 000 € et que vous savez qu'un magasin vous propose le même ensemble pour 4 900 €, il est peu probable que vous fassiez le déplacement. Mais pourquoi ? Vous n'avez pas envie d'économiser 100 € alors que vous étiez prêt à faire exactement le même déplacement pour le même coût lors de l'achat de la télé ? Malheureusement, on tend à raisonner en termes relatifs, donc le poids des 100 € dans le montant total de l'achat, plutôt qu'en termes absolus. Est-ce que le déplacement mérite ou non 100 €? Dans le cas du téléviseur, l'économie est de 20%, et dans le suivant de 2%, et ça nous biaise, ça ne devrait pas. Pour éviter les effets négatifs d'un tel biais, la meilleure disposition consiste à se concentrer sur le rendement total de nos investissements, et de ne pas trop raisonner en termes d'approche trop segmentée, au point où on perd de vue que de petites décisions en apparence peuvent avoir un impact au final assez conséquent. Et c'est drôle parce que je suis en train de vivre exactement ça en ce moment. Je vais bientôt vendre ma maison, et comme souvent, il y a pas mal de travaux de finition à faire, qui pourraient faire augmenter le prix de ma maison. Mais comme j'aime pas bricoler, pour pas dire que je déteste bricoler, j'ai pas envie de bosser une après-midi pour potentiellement augmenter le prix de ma maison de 500 ou 1000 €, car c'est très faible par rapport au prix de vente. Mais ce qui est fou, c'est que si on me proposait 1000 € en cash pour bosser un samedi après-midi, je le ferais immédiatement. Donc ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de ne pas mettre ces gains que je suis en train de faire en bricolant le week-end face au prix de la maison, mais de le prendre en valeur absolue et non pas en valeur relative. Donc je me booste et j'essaie de bosser un peu plus les week-ends pour faire des finitions. Au total, il y a plus de 200 biais cognitifs qui ont été répertoriés. Et j'en ai parlé que de quelques-uns aujourd'hui. Mais les connaître vous permet de vous en prémunir et de faire attention à votre soi-disant instinct. En effet, ces biais cognitifs nous font agir de manière automatique et sans utiliser notre cerveau. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement utilisés dans le marketing ou dans les techniques de négociation. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup car il a des applications beaucoup plus larges que la finance. Donc je pense que je continuerai à en parler dans de futurs épisodes. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À nouveau, je me répète, mais revue ou abonnement sur iTunes, ça me fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas. Ciao, au prochain épisode.